Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Au secours, tous aux abris, panique à bord. Et oui, Elon Musk a racheté Twitter et la censure a disparu, chers amis, laissant revenir à la vie les comptes donnant des propos jugés racistes, néofascistes, complotistes. Rendez-vous compte, Télérama titre même « Elon Musk rêve-t-il de tuer la démocratie ?» Les médias ont d'ailleurs fait des études sur la question, parce que c'est quand même très important. Les messages homophobes ont augmenté de 40% depuis le retour d'Elon Musk et les tweets racistes de près de 200%. Voilà, depuis que le milliardaire sud-africain est aux commandes du réseau social. Et puis, les choses ne risquent pas de s'améliorer. Près de 40 000 comptes devraient être réactivés dans les prochaines semaines. Le président de la République, Emmanuel Macron, a quand même discuté avec Elon Musk. Donc là, on est quand même un peu rassuré. Il a bien tenu à mettre l'accent sur cette nécessité de modérer certains contenus. On avait déjà eu un avertissement de l'Union européenne également vis-à-vis d'Elon Musk. Voilà, deux conceptions finalement différentes de la liberté d'expression. Faut-il mettre des limites et jusqu'où vont ces limites de cette liberté d'expression? Vivons-nous vraiment dans une démocratie libre de sa parole? C'est également la question qui se pose alors que justement nous avons découvert encore hier, alors ne parlons pas de notre chaîne YouTube qui a été censurée pendant une semaine, mais hier encore c'est le compte Twitch d'Alexis Poulain, notre chroniqueur également, qui a été suspendu voilà, pour les dernières actualités dans la censure, mais il y en a tellement tous les jours qu'on a du mal à suivre. Alors pour parler de ces sujets, alors nous recevrons dans quelques instants le youtubeur et humoriste Greg Tabibian qui anime la chaîne Je suis pas content TV. Nous sommes avec Alexandre Cugnache qui lui est très content, n'est-ce pas? Bonjour maître Cugnache. Bonjour Clémence. Vous êtes avocat au barreau de Paris et vous êtes en procès en ce moment contre Facebook. Absolument. Enfin Meta maintenant. Meta, tout à fait. Donc ça, on va suivre. Et puis nous sommes également avec Nicolas Vidal, chers auditeurs que vous connaissez bien, fondateur de Putsch Média. Alors pour commencer peut-être, Nicolas Vidal, vous aussi, vous avez vécu la censure. Ah oui, c'est une habitude à la censure. Et là récemment, c'est sur Facebook maintenant que je me suis fait censurer, compte perso, compte de Putsch. Vous avez votre avocat. Voilà, il y a 3-4 jours maintenant, vous contrevenez aux standards communauté. Je ne sais pas qui sont les standards, quels sont les standards et qui est la communauté, mais apparemment j'ai contrevenu là-dessus. Donc notamment vous avez reçu un avertissement? Oui, j'ai reçu un avertissement, c'est bien la première fois depuis 10 ans sur Facebook. Donc j'ai fait YouTube, maintenant je fais Facebook. J'attends la prochaine étape. Voilà, peut-être qu'ils vont censurer ma boîte aux lettres physique chez moi, ils vont y mettre du scotch, je sais pas, mais concrètement vous avez posé la question centrale, c'est cette fameuse liberté d'expression, c'est qui fixe les règles de liberté d'expression? Qu'est-ce que c'est qu'un dérapage? Qui fixe et qui trace la ligne rouge? C'est toujours pareil, c'est à un moment donné, vous le savez, on peut faire le parallèle à la politique. Quand les peuples votent pour l'oligarchie ou la classe politique, c'est de la démocratie. Quand les peuples s'expriment contre, c'est du populisme. Donc la discrimination permanente de la pensée qui serait autre, qui serait discordante, qui serait dangereuse aussi, elle est très compliquée. Et bien entendu, vous l'avez dit Clémence, Emmanuel Macron a parlé avec Elon Musk et Thierry Breton, lui, est en train de s'ériger comme le commissaire européen au marché intérieur de la liberté d'expression. Il est formidable en disant qu'Elon Musk, Twitter devra respecter les règles européennes. Mais est-ce que c'est à la Commission européenne aujourd'hui de traiter de ces questions de liberté d'expression? Je pense que Maître Cugnache est beaucoup mieux placé que moi pour le dire. Mais moi, en tant que journaliste et notamment citoyen, je me pose beaucoup de questions et on va en parler. Oui, que Twitter arrête de supprimer, de censurer des comptes, c'est très bien. Et je pense que dans ce pays, il y a une justice et des tribunaux qui sont en capacité aujourd'hui de sanctionner les gens qui outrepassent la liberté d'expression ou qui tiennent des propos diffamants, injurieux auprès d'un tiers. Voilà. Alors je vais vous dire, et je vais me tourner vers Maître Cugnache pour avoir cette réponse. On a déjà abordé cette question de la liberté d'expression, évidemment, qui est une question fondamentale. Mais jusqu'à maintenant, j'avais du mal à critiquer finalement ces grandes plateformes, Twitter, Facebook, YouTube, parce que ce sont des entreprises privées. Et elles font bien ce qu'elles veulent, elles sont privées finalement. Enfin, c'est ce qu'on se dit. Alors d'autres répondent oui, mais elles ont cette situation de monopole. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a finalement un surenchérissement sur ces plateformes qui appliquent leurs propres règles de liberté d'expression et qui ont leur propre morale finalement. Et puis au-dessus de ça vient s'ajouter l'Union européenne, Emmanuel Macron, etc., qui viennent dire à Elon Musk, voilà ce que tu dois faire. Alors, on pourrait considérer, et je vais demander à Alexandre Cugnache ce qu'il en pense, que Twitter
peut appliquer ces règles, mais qu'il est normal que l'État français régule les règles de Twitter, puisqu'il fait appliquer les lois françaises. Alexandre Cugnache. Alors, le problème, c'est que Nicolas Vidal a quasiment tout dit. Bon, déjà, je vais passer le concours du barreau, chers amis. Merci beaucoup. je vais quand même commencer par m'amuser. Quand l'Union européenne nous donne des leçons de démocratie, cette commission non élue qui ne respecte aucune procédure, etc. Bon, déjà, ça fait doucement rigoler. Oui. Nicolas Vidal a soulevé un point extrêmement important. Parce que vous parliez des tweets racistes, homophobes, etc. Mais qui dit que c'est raciste ? Qui dit que c'est homophobe ? Qui dit que c'est dangereux ? Effectivement, il y a normalement des tribunaux pour ça. Et il y avait une loi qui est toujours d'actualité en France, c'était la loi sur la presse, qui n'était pas si mal faite que ça. À l'époque, la France était encore libérale, mais dans le bon sens du terme, ça veut dire qu'on était libre de dire ce qu'on pensait. Et effectivement, si l'on tenait des propos diffamatoires, calomnieux, injuriants, on pouvait être condamné a posteriori pour ces propos. Évidemment, on ne peut pas insulter quiconque comme ça. On ne peut pas attribuer des crimes ou des délits à un tiers sans preuve. C'est de la diffamation. Cette règle de la sanction a posteriori, elle est très bien. Mais vous avez posé la question, ces entreprises privées, après tout, elles sont privées, elles font bien ce qu'elles veulent, c'est leur argent, elles ne demandent rien à personne. Oui, mais non. Quand vous allez acheter votre pain, le boulanger n'a pas le droit de vous dire Clémence, je connais vos opinions politiques, je refuse de vous vendre du pain. On appelle ça du refus de vente. On appelle ça de la discrimination. Alors, à quel titre on pourrait interdire à un boulanger de choisir ses clients ? Interdire à un employeur d'embaucher qui le souhaite, sur des raisons notamment idéologiques. On n'a pas le droit d'embaucher ou de licencier quelqu'un pour des raisons idéologiques, normalement. Eh bien, sur Twitter, on aurait le droit. Dans la presse, on aurait le droit. C'est quand même... Pourquoi... Mais dans la presse, il y a une ligne éditoriale. Non, dans la presse, il y a une ligne éditoriale. Mais là, moi, si je suis Twitter ou Facebook, je suis un vecteur. Je n'ai pas de ligne éditoriale. Enfin, je ne suis pas censé en avoir. Je ne suis pas censé en avoir, mais surtout, je suis comme Orange ou comme un prestataire de services téléphoniques, par exemple. Je n'ai pas à vous refuser un abonnement. Dans ce cas, là, je fais une discrimination. C'est moi qui discrimine. Alors après, on peut débattre. Est-ce qu'on a le droit de discriminer ? Moi, je suis pour, à titre personnel. Mais dans ce cas, pas deux poids, deux mesures. C'est la même règle pour tout le monde. Il paraît que c'est ça, l'état de droit. La même règle pour tous. Alors que les règles soient claires, mais qu'elles s'appliquent à tout le monde. Donc vous considérez finalement qu'aujourd'hui, Twitter, Facebook, YouTube devraient ne devrait appliquer aucune règle ou alors les règles qui sont les règles étatiques finalement, enfin les règles de la loi. Eh bien, il me semble que c'est extrêmement simple. Si un auteur de contenu est condamné par la justice de son pays, eh bien, il est condamné. Et on peut assortir cette sanction, par exemple, de la suppression du compte litigieux, de la suppression du message. Ça me semble extrêmement simple. C'est l'enfance de l'art. Oui, mais alors une autre question se pose, puisque finalement on voit que même, et c'est un peu la question que je posais tout à l'heure, on a non seulement ces grandes entreprises privées, ces grands géants des GAFAM notamment, et puis on a le gouvernement qui va faire du zèle dans l'autre sens et qui va mettre en place de nouvelles normes de pensée. Je vous propose d'écouter Sonia Backès, secrétaire d'État, c'était sur BFM. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? D'abord, des assises des dérives sectaires et du complotisme. Et je vais revenir, si vous me le permettez, sur le complotisme. C'est pas des assises pour faire un groupe de travail, etc. L'idée, c'est de mettre en place un plan d'action concret. Parce qu'en fait, on a des difficultés sur, d'abord, le signalement. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit son collègue de travail, son voisin, touché par ça, à qui on le signale ? Comment on agit ? Directement vis-à-vis de lui, vis-à-vis de l'État. Comment on fait sur le terrain ? Parce que la Miviludes, comme vous le savez, est à Paris. Elle fait un énorme travail de suivi des personnes qui sont touchées. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il faut faire un numéro vert ? Est-ce qu'il faut faire évoluer la loi ? Peut-être. Et donc l'idée, c'est d'avoir un plan d'action concret pour vraiment prendre à bras-le-corps le sujet. Alors faire évoluer la loi, assise du complotisme. Donc on voit bien là des membres du gouvernement qui vont vouloir aller plus loin que la loi dont vous parliez, qui régule la presse notamment, pour limiter la liberté d'expression. Donc quand notre État limite la liberté d'expression, quelle est votre réponse ? Je sais pas, mais il y a des États qui ont adapté leurs droits pour punir les dissidents. Ça a existé au XXe siècle, en Allemagne, en Russie, aujourd'hui en Chine, peut-être demain en France, aujourd'hui en France. En parlant de ça, du système totalitaire, pour ne pas le citer, je réalisais hier un passage de Hannah Arendt
Et elle dit qu'un système Vous la totalitaire... lisez souvent, Hannah Arendt. Mais oui, mais il faut lire et relire Hannah Arendt. Et à ma connaissance, c'est la première qui parle du complotisme. C'est marrant, ça. Mais elle ne parle pas du complotisme pour le dénoncer, mais elle dit « Les systèmes totalitaires doivent désigner leur ennemi comme étant complotiste ». Tiens, c'est marrant, ça. C'est marrant qu'Hannah Arendt parle de ça pour désigner les systèmes totalitaires qui doivent se trouver des ennemis intérieurs et doivent les accuser de complotisme. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Je vous dis qu'il faut relire Hannah Arendt. Peut-être qu'elle a été un petit peu trop lue par Emmanuel Macron, d'ailleurs. Actualité. Alors, non, bon, on va une petite remarque, Nicolas Vidal, avant les informations. Avant les infos, bien entendu, mais la réalité, c'est que ce Twitter et consorts et les GAFAM, et quand vous écoutez la déclaration de Fabien Baquès, qui est d'une puérilité sans borne et dangereuse en son sein, c'est qu'à un moment donné, ce n'est que le cheval de Troie pour imposer à toutes et à tous la pensée, la doxa officielle. C'est ça la réalité, c'est-à-dire que vous l'avez dit, Clémence, l'État aussi, ou du moins le gouvernement, fait le maximum pour censurer les dissidents, on va dire, de pensée intellectuelle et surtout essayer d'imposer une chape de plomb sur l'ensemble de la population pour que la seule doxa officielle sorte de là et bien sûr criminaliser, et on en parlera après, conspirationnisme, complotisme, criminaliser les gens qui ne pensent pas pareil et qui viennent brécher la parole officielle, parce que c'est ça la réalité. Donc le Twitter des GAFAM ne sont que finalement le cheval de Troie pour revenir là-dessus de cette pensée officielle. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Il y a la question de criminalisation qui est un premier domaine, un premier volet d'attaque en fait de ce gouvernement, enfin de ces modes de pensée en tout cas contre les gens qui pensent différemment. Et puis il y a la question des subventions de certains médias, subventions et puis d'autres. Relations opaques aussi, mais on en parlera. Oui. Ouais. Allez, il est pile 8h sur Ligne Droite et c'est l'heure des informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Ici, les témoins ne seront pas exécutés. Nous sommes toujours avec Alexandre Cugnache, avocat au barreau de Paris, en procès contre Facebook. Greg Tadibian n'est toujours pas arrivé. Il nous parlera sûrement d'Anne Hidalgo tout à l'heure. Et puis nous sommes avec Nicolas Vidal, sur place aussi, fondateur de Putsch Média. Alors je vous rends la parole, Maître Cugnache, concernant cette question de criminalisation finalement des avis divergents. Ouais, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que tous ces gens dénoncent la Sainte Inquisition. Vous savez quoi ? La Sainte Inquisition cherchait à distinguer ce qu'on appelle en droit le fort interne. C'est-à-dire ce que vous pensez au fond de vous-même. C'était ça le principe de l'Inquisition. Et il y a eu un progrès en Europe. C'est qu'on s'est dit que non, la justice devait s'appliquer uniquement à distinguer le fort externe. C'est-à-dire ce que je peux voir visiblement dans vos actes et dans vos paroles qui est répréhensible. Oui. Eh bien, c'est exactement l'inverse qui se produit. C'est donc une régression extrêmement grave que la justice civile, privée, ce que vous voulez, parce que bon, elle n'a de justice que de mots aujourd'hui, que de noms, pardon, s'applique à chercher la dangerosité potentielle, les intentions cachées, le complotisme. On l'a encore entendu tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que le complotisme, si ce n'est ça ? C'est-à-dire accuser des gens qui posent certaines questions légitimement, parce qu'après tout, c'est ça le débat, c'est pouvoir interroger la validité de telle ou telle assertion. C'est le principe d'un procès contradictoire, par exemple. Vous revendiquez le droit finalement de poser des questions sur ce qui se passe. Oui, et de je revendique le droit pour quiconque, par exemple, de dire l'homme n'a jamais mis les pieds sur la Lune. Très bien. Eh bien, mettons-nous en face de lui, expliquons-lui rationnellement, avec des preuves, lors d'une discussion. En 3 minutes, ça va être réglé, hein. Les preuves seront tellement abondantes et la qualité des arguments tellement pertinents, percutants, que ça va être balayé d'un revers de manche. Alors de quoi ont-ils peur ? Bonne question. Nicolas Vidal, de quoi ont-ils peur ? Ouais, ils sont surtout englués dans une mer de bêtises et de conneries. Je vais être clair là-dessus. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai eu donc Libération qui m'a traité de conspirationnisme, je crois, récemment dans un article. Mais c'est un article sur Alexis Poulain, l'ami Poulain, qui a été encore une nouvelle fois censuré. Voilà, un petit coup au passant, c'est toujours agréable. Là, tiens, je te mets un petit coup. Donc je pose la question aux 2 journalistes de Libération qui ont fait ça. Je vous donne un exemple très simple. On est conspirationniste, d'accord. Donc ça veut dire qu'à un moment donné... Conspirationniste, pas complotiste. Hein, oui, parce qu'il y a des différences, effectivement. Ouais. Mais grosso modo, dans le maelstrom de leur inefficacité intellectuelle, c'est de dire qu'on voit des complots partout, qu'on pense que tous les complots sont ourdis dans les arrière-cours du pouvoir. La réalité, c'est, et je vais revenir sur ce que disait Maître Cugnache, est-ce que le journalisme
d'investigation est-il une source de complotisme ou de conspirationnisme? Quand un normalement, journaliste d'investigation se met à un moment donné sur une enquête, qu'il a des sources, on lui dit qu'à un moment donné, entre deux personnalités publiques, politiques ou autres, il y a des collusions, il y a des conflits d'intérêts, il y a des malversations. Le journaliste d'investigation va bosser, va s'intéresser, téléphone, recherche, enquête, pour essayer à un moment donné de prouver la collusion ou le conflit d'intérêts. Donc ça part d'un moment donné d'un instinct, d'une intuition. Ce qu'ils vont vous dire, c'est que ce n'est pas prouvé. Mais c'est la racine à un moment donné, c'est la racine, c'est l'essence même du journalisme tout court, j'ai envie de vous dire. Donc ces gens, quand je dis qu'ils sont englués dans une mer d'imbécilité, c'est-à-dire qu'ils sont tellement pas structurés intellectuellement qu'ils essayent par la façon totalitaire de nous jeter dans la fange humaine, de faire taire tout débat. Voilà. Donc il n'y a pas la possibilité de débattre correctement, parce que vous voyez bien qu'à un moment donné aussi avec ces gens, on ne peut pas débattre correctement avec eux. On proposerait à ces gens de venir sur Putsch ou sur ligne droite. Je suis persuadé qu'ils ne viendraient pas. Parce qu'en plus ce sont des gens qui sont un peu péteux. Nous, on a proposé au rédacteur en chef de BFM TV de venir ici, Raphaël Grabli, qui nous écoute tous les jours. Vous êtes le bienvenu si vous voulez venir discuter. Mais il refuse de venir débattre là-dessus, d'avoir un débat contradictoire que vous connaissez bien, maître, bien entendu, et de pouvoir essayer de s'opposer sereinement sur des questions qui me semblent fondamentales. Donc pour finir là-dessus, effectivement, quand on est traité de complotisme, de conspirationniste, non, nous ne faisons que notre travail sur nos sites, sur nos médias, et nous ne sommes pas là à un moment donné pour voir des complots partout. On préfère que... Non, franchement, c'est un peu embêtant. Et en plus, ces gens-là dénigrent notre travail. Parce qu'il y a une vraie volonté de dénigrement du travail. Et ça pose un problème parce que aussi, dernière question là-dessus, le journalisme doit, par sa déontologie, à un moment donné, respecter la charte de Munich. Donc, au petit fact-checker, non, la charte de Munich n'est pas une charte brandie par les complotistes, c'est une charte qui est extrêmement importante et qui est la résultante finalement d'une déontologie du journalisme. Voilà. Et vous voyez, même là, sur la charte de Munich, même là, on lit et on entend, et ils écrivent que c'est une charte qui serait brandie par les complotistes. Oui. Mais vous imaginez dans quelle idée de pensée ces gens sont. Voilà, bon ce mot. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette question importante du débat contradictoire, parce que parfois, il peut arriver sur des plateaux télé bien connus qu'il y ait des débats avec une opposition. On va inviter quelqu'un, puis voilà, on a un peu l'impression qu'il y en a 4 contre 1, mais on peut dire qu'il y a plus ou moins il y a du contradictoire. Ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que c'est tout un système qui est mis en place de décrédibilisation, dont vous avez parlé, également de décrédibilisation des sources. Parce que tout à l'heure, vous avez utilisé le bon terme, Nicolas Vidal, vous avez dit, finalement, donc les journalistes vont faire une enquête et ils vont prouver que... Mais pour prouver, encore faut-il que les sources soient reconnues. Sauf qu'aujourd'hui, le système pousse la perversion jusqu'à considérer que ces sources ne sont pas valables. Dénigrer les sources. Voilà, donc on peut parler d'un débat scientifique, notamment sur l'efficacité du vaccin, on a tous ces médecins qui ont été des lanceurs d'alerte. Alors un lanceur d'alerte, il faut le prendre comme ça, c'est un lanceur d'alerte. À vous après d'aller voir si ce qu'il dit ou pas est important. Mais reste que ce sont des lanceurs d'alerte, et d'un seul coup, on considère que ce ne sont plus des médecins et qu'ils n'ont plus le droit à la parole. Et là, on est vraiment dans un système qui se globalise et qui étend ses tentacules jusqu'au bout, Maître Cugnache. Ouais, ce que vous dites, Clémence, me fait penser à une chose, c'est qu'en réalité, dans ce système, il y a une inversion systématique de la charge de la preuve. C'est-à-dire que ces gens-là s'arrogent, de par leur position de parole dominante, le droit de dire le réel. Et toute personne qui contesterait, légitimement ou pas, cette parole, est accusée de complotisme, etc., de tout ce qu'on veut. Le problème, c'est que c'est à eux de prouver ce qu'ils affirment. Quand vous dites le virus vient d'un pangolin ou je ne sais quoi, écoutez, moi, je suis comme Descartes, on m'a appris qu'il fallait douter méthodiquement. C'est ça le doute méthodique, c'est ça l'esprit français. Enfin, c'est ce qu'on m'a appris à l'école, à l'époque où on apprenait encore 2-3 choses. Eh bien, je doute. Quand on me dit ça vient d'un pangolin, alors que juste à côté, il y a un laboratoire P4, je me dis, quel est le plus probable ? Moi, dans mon petit cerveau, qui ne suis ni scientifique ni rien de tout, je me dis, alors attendez, vous me dites que c'est un pangolin ? C'est à vous de le prouver. C'est pas à moi de prouver que vous avez tort. C'est à vous de prouver que vous avez raison. Et le problème, c'est que leur simple position, le simple fait qu'ils soient derrière un micro, qu'ils s'arrogent le monopole de la parole légitime, comme l'État s'arroge, soi-disant, le monopole de la violence légitime, nous met toute personne qui oserait les contredire dans une position où c'est à eux de se justifier. C'est faux.
c'est à eux de se justifier, c'est à eux de dire « je dis cela, c'est vrai et je le prouve ». Ils ne prouvent rien du tout, ils affirment, ils assènent en permanence. Alors, vous soulevez aussi la question, c'est un peu, on croit entendre un peu du Julien Pain, qui donc un célèbre vérificateur d'informations, pour le dire proprement ici, qui a dit finalement les seules véritables informations, quand vous avez un doute, elles sortent forcément des grands médias. Bah, c'est l'inverse. Comme ça, vous êtes sûr de pas vous tromper. Bon voilà, donc finalement c'est ça, c'est eux, les grands médias ont le droit de dire leur réel, leur version, et les autres, tous les autres, ce sera de toute façon, c'est faux à l'avance. C'est oui, c'est ça, présomption de mauvaises paroles, de complotisme. Alors pour revenir sur cette, oui, vous voulez réagir? Oui, parce que effectivement, je voudrais qu'on aille plus loin là-dedans. De quoi on parle? On parle finalement de l'accusation de complotisme. On parle de la guerre entre les grands médias de la doxa officielle et les médias indépendants, ou ce qu'on appelle lanceurs d'alerte. Mais qui est concerné par cette guerre au premier chef? C'est la population. Nous sommes d'accord. C'est de l'information qui est diffusée à une partie importante de la population. Ouais. Donc là, nous touchons à l'extrême centre, c'est-à-dire la propagande. Et c'est de dire aussi ce que je ne supporte pas. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'à un moment donné, je l'ai dit à plusieurs reprises, que ces grands médias prennent les Français pour des jambons. Prennent les Français pour des jambons dans le sens où ils estiment qu'intellectuellement, ils n'ont pas les armes pour pouvoir faire la différence entre deux informations ou deux points de vue. Donc ça veut dire qu'on écrase tout ce qui est dissident de peur que le Français boive les paroles d'une espèce d'uluberlu qui lui sortirait autre chose. Vous voyez, donc finalement, on remet depuis le début et on revient toujours sur la même chose. On revient toujours sur le mépris de classe. Quand on vous dit le narratif Covid, on a pris les gens pour les abrutis. Quand on est sur le narratif maintenant de la crise énergétique, de la sobriété énergétique, du tu baisses, je décale, enfin peu importe, on prend les gens pour les abrutis. Et ce combat aussi met au centre la population française ou une partie de la population française en disant elle est trop bête pour comprendre ce qu'on veut leur dire. Donc nous, on a la vérité, effectivement, que vous avez très bien rappelé, Maître Cugnache, et notamment, c'est la seule vérité qui vaille, parce que le peuple français, finalement, n'a pas les moyens intellectuels de définir et d'avoir un libre arbitre, et donc plus loin, je termine par là, c'est d'être des citoyens à part entière. Donc le combat, la cible, la victime de tout ça, la victime, c'est le peuple français, et une partie de la population, finalement, qui continue à dire, il faut le dire, c'est une véritable propagande, et j'assume, c'est une propagande. Voilà. Alors, concernant la population, en effet, il faut en parler, c'est très important. Il y a deux problématiques. Il y a la population qui subit, et il y a celle qui, finalement, glisse doucement dans une forme elle-même de conformisme, voire de censure de l'autre. Ou d'autocensure, d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se refusent de penser certaines choses aujourd'hui. Et ça, on arrive également à un point absolument gravissime aujourd'hui, c'est-à-dire que les personnes s'empêchent de penser. Alexandre Cugnache. Je suis désolé, je vais revenir à Arendt, peut-être même à Orwell, au système totalitaire, mais en réalité, c'est toujours le même système. Pourquoi les gens consentent? Parce qu'il y a un problème dans la psyché humaine, c'est ce qu'on appelle, c'est connu maintenant, la dissonance cognitive. Donc quand on vous dit quelque chose que manifestement c'est absurde, et que vous l'acceptez quand même, bah vous êtes une merde, quoi. Et personne n'aime ça. Donc vous allez vous auto-convaincre que ce que vous faites, ou que ce que vous dites, ou ce qu'on vous dit, est vrai, est bien, est juste. Et comme vous devez vous convaincre vous-même, pour vous allez rassurer, reprocher, oui. Exactement, vous allez reprocher à vos petits camarades à côté de vous qui eux ne se laissent pas berner. Oui, qui vous brandissent un miroir de votre propre unité. Ou tout simplement, même au-delà de se laisser berner, tout simplement qui disent mais attendez, non, j'ai pas envie qu'on me prenne pour des gens. Non, le roi là qui traverse la rue n'est pas habillé, il est nu, il est à poil. Et non, je peux pas dire le contraire. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mes yeux voient ça. Mes oreilles entendent ça. Et je vous rappelle, c'est un certain Jésus qui avait dit ça. Que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Mais il faut rétablir cette vérité d'évangile. Voyez ce que vous voyez. Ayez le courage de voir ce que vous voyez. Entendez ce que vous entendez. Ressentez et aussi. Surtout, dites ce que vous pensez. Mais c'est très dur, hein. C'est pas si facile. Oui, mais je crois qu'il y a une vraie difficulté qui est de l'ordre du conformisme. Bonjour Greg Tabivian. Il essayait de venir discrètement. Bonjour, alors, vous avez des soucis avec les embouteillages peut-être? Entre autres, ouais. Et le réveil aussi également. Non, je suis levé à 6h, donc je mets 1h30 pour venir.
Ah oui, bon, c'est sympa Paris en ce moment. C'est bien. Hein. Moi, je rappelle que Greg Tabibian est humoriste, vidéaste avec sa chaîne YouTube. Je suis pas content TV. Est-ce que vous n'êtes pas content aujourd'hui? Bah ouais. On va pas regueuler sur Anne Hidalgo, ça sert à rien. Oh, ça fait jamais de mal. Hein. Non, allez, je vous laisse respirer 2 minutes, prendre un café éventuellement. Je sais pas si quelqu'un peut lui apporter un café. Sauvez Greg Tabibian, là, qui a l'air... mais là, avec le retard que j'ai, je le fais. Je fais tout ce que vous voulez. Je fais le ménage, pas de problème. Franchement, là... Bon, écoutez, ça tombe bien. Alors, tu passes sur BFM aussi? Tu vas sur BFM aussi. Non, mais ça, c'est... Oui. Alors, Nicolas Vidal, pour réagir sur cette autocensure... Oui, non, mais c'est un vrai sujet parce que qu'il y a cette idée effectivement qu'il y a des gens aujourd'hui qui se laissent aller dans cette doxa, dans ce narratif absolu. Et vous le savez aussi, Hannah Arendt, c'est très intéressant de pouvoir le relire, mais dans ces pouvoirs totalitaires ou qui versent dans le totalitarisme, le pouvoir totalitaire, il a aussi besoin de compter sur une partie de la population. Ouais, il a besoin de compter sur une partie de la population qui va elle-même se retourner comme une milice politique ou une milice citoyenne contre l'autre. On l'a vu pendant le narratif Covid, et vous allez le voir, les copains, vous allez le voir maintenant avec les 19 degrés. Donc ces gens ont saccagé le parc nucléaire, on en parlera tout à l'heure avec le président, et maintenant ils viennent nous dire qu'il va falloir baisser à 19 degrés, qu'il faut mettre des semelles épaisses, et dans les grandes boîtes qu'on a à la Défense, on vous dit qu'il faut faire bouger, faire du sport pour aller voir ce collègue, pour se tenir à chaud, ils ont 19 degrés. Donc on se rend compte qu'il y a des gens qui sont prêts à se soumettre à tout, parce que le narratif maintenant énergétique est là, et le gouvernement, malgré les débilités mais profondes qui sont en train de sortir, enfin on arrive à un niveau jamais égalé, ça repousse les limites, et vous avez encore des gens, effectivement, qui continuent à dire oui mais il faut qu'on fasse des efforts, vous comprenez, c'est le prix de la liberté, c'est le prix de machin. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est toujours pareil, c'est toujours effectivement bien de lire Arendt ou Orwell ou d'autres, c'est que un pouvoir tel que totalitaire a toujours besoin d'une partie de la population qui doit se retourner contre l'autre partie de la population et donc la criminaliser de façon civile. Et ouais, est-ce qu'on peut aborder, je suis sûr que c'est un sujet qui va vous amuser, la réaction d'Emmanuel Macron, soi-disant scandalisé et qui ne veut pas qu'on traite les Français en cobayes. Emmanuel Macron vient tous nous sauver parce qu'il ne veut pas qu'on soit des cobayes. Justement, lui qui s'amuse bien à... Là, on est à un niveau de perversion, de cynisme assez poussé, non, Nicolas Vidal? Ah oui, mais Emmanuel Macron, de toute façon... Parlez bien dans le micro. Quand on fait des galipettes avec McFly et Carlito sur la pause de l'Élysée, déjà on comprend qu'il y a un problème de crédibilité manifeste. Déjà. Mais le voir effectivement revenir à remettre des grosses mandales aux Français, ou du moins à les pointer du doigt et maintenant ses ministres, on se rend compte que... Il dit qu'il ne faut pas faire peur aux Français. Lui qui a dit qu'on était en guerre contre un microbe, lui qui a dit qu'on était en guerre avant d'être en guerre. Enfin, oui, vous avez raison, c'est absolument dingue cette situation, parce que ce gars, il a quand même Emmanuel Macron, le cost-killer de l'Union européenne, à un moment donné, de liquidateur en chef des RH du néolibéralisme, ferme Fessenheim, Hollande avait déjà bien commencé, ferme en catimini le projet Astrid. Le projet Astrid défonce absolument le parc nucléaire français de l'énergie, il veut pas sortir du marché unique européen de l'énergie, et maintenant il vient nous dire, ce monsieur, qu'il faut pas que les Français aient peur. Il engueule, bien sûr, ses ministres. Oui. Agnès, vous savez, la Joconde éco-responsable du gouvernement, Agnès Pannier-Runacher, ils se sont fait engueuler. Enfin, on est, je sais pas à quel moment. Mais vous voyez, Clémence, je finis par là, pour pas monopoliser la parole. C'est qu'à un moment donné, Emmanuel Macron, il peut bien faire ce qu'il veut en tant que chef de l'État, concrètement. On peut le déplorer. Mais à un moment donné, qui peut arrêter ça? Oui. Bon, je crois plus à l'Assemblée nationale, on est d'accord. On va être au 8e 49.3 après-midi, donc vous voyez bien qu'à un moment donné, ça pose quand même un problème de légitimité. Mais qu'est-ce qu'il reste alors? C'est aux Français, à un moment donné, à s'opposer au moins pacifiquement à ce genre de déclaration et à refuser tout de go ce qu'on est en train de nous imposer depuis 3 ans. Parce que là, on va de carré en sylla, et je vous le dis, on en parlera tout à l'heure avec le Floc Prigent et dans mon édito, les coupures électricité, c'est rien. Donc les Français, à un moment donné, c'est toujours pareil, c'est quelle est la masse critique de Français qui s'informent justement, qui pensent autrement, qui s'extrait de la doxa, et qui est en capacité aujourd'hui intellectuellement de pouvoir dire, mais non, stop, et c'est on en parle de la souveraineté. Quel levier d'action? Je voudrais, à ce sujet, parce que vous avez parlé des parlementaires, du rôle des parlementaires, il faut rappeler aussi qu'on a Alain Houpert, sénateur LR, également médecin, qui a été suspendu par l'Ordre des médecins. On a Martine Vonner, médecin, suspendu par l'Ordre des médecins. On a René Chiche, président du conseil de... Enfin, en tout cas, président de son syndicat éducation et je ne sais plus quoi, qui lui-même a été convoqué par le conseil de l'éducation, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et je crois qu'on en a encore un dernier. Enfin, bon, donc, en fait, on a maintenant même les ordres
des avocats, des médecins, au niveau de l'éducation nationale, qui vont commencer à faire régner également leur doxa. Donc, et ces gens-là, pour la plupart, étaient des parlementaires. Malgré tout, ils ont perdu leur liberté d'expression. Donc on voit bien que même le jeu au niveau du Parlement est complètement, non seulement biaisé, parce qu'on le voit avec les 49.3, etc., et puis biaisé parce que les parlementaires qui oseraient dire des choses un peu différentes, on les fait disparaître d'une autre façon. Donc là, on se dit, mais quel levier d'action aujourd'hui pour des Français qui voudraient rester dans la légalité pour le moment? Première question, c'est dans la légalité. Greg, t'as bien, tiens. Ah bah là, dans la légalité, j'ai pas. Hein. Là, dans la légalité, c'est très compliqué, là. C'est très compliqué. Tous les leviers de la loi, tous les leviers de la démocratie et du droit sont bafoués et bafouables. Parce que, de toute façon, je rappelle que nous sommes en état d'urgence constitutionnelle depuis 2017. Donc, de fait, nous vivons dans un régime où aujourd'hui, c'est la démocratie si Macron a envie. Donc, de toute façon, même en respectant tous les clous, même en respectant tout, il y a un état d'urgence sanitaire, un état d'urgence sécuritaire, qui est extensible à tout ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Ouais. La notion de sécurité des Français, elle est quand même interprétable comme on a envie, quoi. Donc, qui permettent de mettre entre parenthèses, de bypasser, de suspendre, d'amender à l'infini des choses au bon vouloir d'Emmanuel Macron. Parce que tu disais tout à l'heure, il marrant ce monsieur. Donc là, il gueule parce qu'il veut pas que les Français soient des cobayes. Mais alors avant, il gueulait parce qu'il y avait trop de privatisation. Puis avant, il gueulait parce il y avait trop de violence sur les gilets jaunes. Puis avant, il gueulait parce que Bruno Le Maire faisait des erreurs En fait, il gueule contre lui-même depuis 2 ans. Oui. Il est furieux contre sa propre action politique. Oui. Donc il faut consulter. Non, mais c'est qu'un jeu de scène, évidemment, vous le savez. Ben non, bien. mais ah ouais, mais bon, enfin. C'est une façon de dire c'est pas moi, c'est mon gouvernement. Oui, mais il a choisi de se mettre en scène comme un président entouré par des incompétents. Chirac faisait pas ça. On dirait qu'il se prend pour le roi Arthur dans Kaamelott et qu'il a envie de nous expliquer qu'il est entouré de débiles et que ça l'emmerde. On est 70 millions, il a qu'à trouver des gens moins cons. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ça se fait aussi. Je dis que c'est très bizarre cette attitude qu'il a de vouloir être détaché. Des fois, on a l'impression qu'il n'est pas président, qu'il est une sorte de mi-contemplateur de la vie politique française, mi-organisateur de grands débats citoyens. Je ne sais pas trop ce qu'il fait ce monsieur. C'est important les grands débats citoyens. Ouais. Ça mène à beaucoup de choses. Il faut faire gaffe parce que moi je pense que si les gilets jaunes ça reprend, il va être dans les manifs. C'est pas impossible. Hein. Il va gueuler Macron démission. Enfin, c'est une étape supérieure de la perversion. Ah, oui, Vraiment. Oui. Alexandre Cugnache. Non, c'est très amusant. Non, il y a un point, parce que vous posez la question de la légalité. Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est qu'on nous fait croire que parce qu'il y aurait certaines procédures, on serait en démocratie. Parce qu'on aurait des procédures dites démocratiques, on serait en démocratie. Faut rappeler une chose, et ça c'est un leurre, mais c'est vraiment fondamental. La démocratie ne rend pas les gens libres. Ce sont les hommes libres qui font la démocratie. Ça, il faut se le mettre dans le crâne. La démocratie grecque, c'est quoi? Ce sont les hommes libres qui disent « Attendez, c'est nous, les hommes libres, on va se réunir et on va prendre des décisions. » Et quand l'Assemblée grecque dit « On va faire la guerre », c'est eux qui partent faire la guerre quand ils votent. Donc quand ils votent, c'est sérieux. Quand ils délibèrent entre eux, c'est sérieux. Quand ils votent des impôts, c'est eux qui les payent. Quand ils construisent quelque chose, c'est eux qui le construisent. Bon, peut-être leurs esclaves un peu, mais donc c'est sérieux. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a une apparence de procédure que c'est démocratique. J'irai plus loin. C'est pas parce que c'est légal que c'est légitime. Oui, mais ça c'est. Non, mais c'est central. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est pas parce qu'un texte a respecté une procédure instituée dont c'est tout, que c'est juste. Donc à un moment, il faut vraiment se poser cette question de la légalité. Non, mais je voulais rester avant parce que je vous rappelle que vous êtes avocat. Bien sûr. Et en procès contre Facebook. Absolument. Et que vous pensez peut-être pouvoir le gagner. Oui. Il y a donc peut-être encore des leviers d'action au niveau juridique et légal. Un de mes maîtres disait par tous les moyens, même légaux. Oui. On peut dire ça comme ça. Donc, oui, tentons également le légal. Nicolas Vidal. Ben oui, parce tout à l'heure on a parlé du peuple et Greg et Maître Cugnache on en parlait aussi. Effectivement, se pose aujourd'hui très clairement le problème de la légitimité. La légitimité
politique, pardon. Vous voyez, à l'Assemblée nationale, on est au 8e 49.3 qui va être posé dans quelques heures par Mamie Lapote, très clairement. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les députés, vous avez cité ceux qui se sont opposés, quelques-uns s'opposent. On est dans un théâtre de rumba absolu entre la NUPES et le RN. Oui. C'est toi, c'est moi, c'est moi, c'est toi, c'est toi, c'est moi. Les LR, les pauvres, c'est un quarteron de mondialistes qui ne s'assument plus ou qui ne s'assument pas. Finalement, ils sont là un peu pour la soupe. Les LR, les Républicains. Rappelle-toi, le RPR, après il y a l'UMP, il y a eu, tu te rappelles Nicolas Sarkozy, tu te rappelles? Ouais, non, mais c'est un truc un peu, ça c'est un peu délité, c'est un peu comme Friend, tu vois, c'est un truc qui est passé en boucle et puis après on le regarde que le dimanche après-midi, quoi, sur Public Sénat, tu vois. Et Friends au moins faisait rire, pardon. Oui, ils font rire parfois parce que on a quand même des gens qui sont quand même formidables. Mais on a quand même des chats qui votent. Ce qu'on veut dire par là, c'est que quand on parle des leviers plus sérieusement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que le représentant du peuple avec un mandat populaire qui est le député, aujourd'hui, n'a plus de légitimité aux yeux des gens. Et puis, à un moment donné, quand on est bombardé de 49.3, on voit qu'on passe en force en permanence. Donc, il y a une déconnexion et une coupure. Il passe pas, justement, mine de rien. Il y a quand même une petite opposition. Oui, une petite opposition. Enfin, à un moment donné, on aurait quand même d'accord plus... pour pas être d'accord, quoi. Oui, exactement. Et puis, ces gens-là ont une peur panique, notamment les Républicains, et même, je pense, le RN, mais surtout les Républicains, d'une dissolution. Parce que, allez voir ce que nous coûte un député par mois. Alors on va me dire, ça y est, Vidal, il fait de l'antiparlementarisme, il fait du machin. Non, la réalité, c'est que ces gens ne veulent pas perdre leur siège à l'Assemblée nationale. Soit ils sont questeurs, soit ils sont rapporteurs, soit ils sont machin. C'est quand même une vie, quand même plutôt sympa député. Non, mais là, vous avez raison, c'est sûr, c'est que les LR continueraient de perdre du terrain. Bien sûr. Mais je veux dire par là, c'est qu'il y a une déconnexion totale entre la population et la plupart, je dis bien la plupart des députés. Et finalement, c'est-à-dire que là, vous avez plus du tout de levier. C'est-à-dire que vous avez un volant qui tourne dans tous les sens. Et avec un Emmanuel Macron, vous l'avez dit, finalement, qui passe en 49.3. Donc, la question, c'est que reste-t-il de la légitimité politique et surtout, que reste-t-il au peuple français pour se faire entendre. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a entendu dans les grands médias dès que les gens se sont mobilisés? Les gilets jaunes, rappelez-vous, la réforme des retraites et les manifestations contre le pass sanitaire. Qu'est-ce qu'il a resté? Voilà, aujourd'hui, on a du Centaure qui est là, on a des blindés gendarmerie, et on se prépare effectivement à ce que les gens sortent dans la rue une nouvelle fois pour leur taper sur la tête, pour être tout à fait poli, ma chère Clémence. Greg Tabibian. Je suis pas forcément sûr que le Rassemblement national soit particulièrement le parti politique qui a le plus peur d'une dissolution. Non, je pense que la NUPES en a beaucoup plus peur. Parce que le RN est en pompe. Mais Marine Le Pen, et après je te laisse, Greg, c'est sûr que Marine Le Pen aujourd'hui est devenue, c'est une directrice de petite PME familiale. Et elle fait tourner la machine. Donc elle a peut-être pas envie non plus que ça tangue trop. Oui. Et même si tu as raison, elle risque de gagner des députés, effectivement. Mais elle est quand même dans un ronronnement qui me paraît quand même. Mais c'est vrai que même en ronronnant, l'histoire va plutôt dans son sens. Et ce que vous disiez juste avant est très juste et c'est pas nouveau. Ça fait 20 ans que moi je m'amuse à regarder les politiciens. Rapprochez-vous un petit peu du micro parce qu'on vous entend un peu en écho. Ça fait 20 ans qu'il y a des politiciens à la télé qui confondent trois notions. Ils confondent République, démocratie et État de droit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on demande à Agnès Pannier-Runacher ou je sais pas qui, oui, mais qu'il y a quelqu'un qui dit on n'est pas en démocratie, le premier truc qu'elle vous répond, c'est bien sûr qu'on est en démocratie, il y a des lois. Non, ça veut dire qu'il y a un état de droit. Ça veut pas dire qu'on est en démocratie. Non, les lois, c'est quand il y a des lois et qu'elles sont respectées par tous de façon égale. Mais ils confondent vraiment ces trois notions, je trouve, un peu de la même manière qu'à une époque, la gauche confondait libéralisme, capitalisme, patronat, c'était un peu flou. Et là, c'est vrai que ces trois notions sont confondues, quoi. On leur demande une preuve qu'on est en démocratie, ils nous donnent une preuve qu'on est en république. On leur demande une preuve qu'on est en république, ils nous donnent une preuve qu'on est dans un état de droit. Les preuves de démocratie, ils ont du mal à en trouver, mais non, je crois pas qu'on soit en démocratie. Je pense que voilà, quand on prend les critères, les grands penseurs de la démocratie qui permettent de déterminer si on s'approche plus d'un régime totalitaire ou autoritaire ou d'une démocratie, Macron coche toutes les cases. Il y a de l'enrichissement anormal des proches du chef de l'État jusqu'au mépris et à l'antiparlementarisme, parce que t'avais peur qu'on dise que t'es antiparlementariste. On est dirigé par un antiparlementariste chevronné, donc l'adoration de la figure du roi. Et puis plus de référendum depuis 2005, Greg. Plus de référendum depuis 2005, qui est la pierre angulaire absolue. Référendum 2005, l'ancien viol démocratique. Voilà, typiquement, ça c'est vraiment l'exemple type qu'à un moment donné, le peuple a été excommunié de 2005 et puis l'entrée de l'état d'urgence dans le droit commun, qui est, au sens schmittien du terme, le début de la dictature, puisque c'est l'exception qui devient la règle. Donc ça veut dire que ce n'est plus une démocratie. Alors je voudrais qu'on revienne sur ce qu'a évoqué Maître Cugnage, sur le fait que finalement, il faut que nous soyons gouvernés par des hommes libres, et que c'est peut-être le fondamental, enfin le point de départ de toute vraie démocratie qui fonctionne. Sauf que pour arriver à ces hommes libres, encore faut
faut-il donc des hommes qui sachent réfléchir par eux-mêmes. Et pour eux-mêmes, pourquoi pas. Là, on a encore un problème qui se pose notamment du côté des médias, du côté des plateformes, puisque celles-ci également sont censurées. Donc que reste-t-il pour que l'information soit diffusée ? Ça, c'est votre boulot, Clémence. Seule la vérité rend libre. Moi, je suis extrêmement pessimiste. Je pense que notre avenir est plus un avenir à la Solzhenitsyn et encore qu'autre chose. Je suis très pessimiste sur la prise du pouvoir, sur le renversement de ces gens-là. En revanche, la vérité survivra, elle. Et il y a des petits porteurs de petites flammes comme ça, de petites bougies comme Solzhenitsyn, qui à la fin font que tout s'écroule d'un coup. Vous nous promettez quand même un avenir en camp de concentration, là, de goulag. Ouais. Je pense qu'on y va. De lutte contre les sectes, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Oui, oui, c'est ça. De lutte contre les... Oui, on l'a passé tout à l'heure. C'est dramatique de faire cette congruence entre la dérive sectaire et le complotisme. Déjà, oui, rien que mettre les deux ensemble. Mais bien sûr, parce que quand on extrait des gens d'un mécanisme sectaire et qu'on décide à un moment de les mettre sous une forme de tutelle et de décider à leur place, c'est pas pour les opinions qu'ils ont. C'est pas parce qu'ils croient qu'on a été créé dans des cuves Bacta par des extraterrestres. C'est parce que, au nom de ça, ils mettent leur vie en danger, arrêtent de s'alimenter, rentrent dans des processus de violence, etc. Oui, là, c'est l'idée. Oui. Donc, on n'a jamais dissous, on n'a jamais exclu des gens d'un truc sectaire parce qu'ils croyaient à des choses farfelues. Jamais. On les a exclus à cause des actes, des conséquences, de leur danger pour leur santé, etc. Alors, et pour les autres, éventuellement. Et pour les autres. Alors, bien sûr, on peut vous dire, oui, mais si vous êtes complotiste... En fait, on a le droit d'être sectariste si on n'est pas dangereux pour les autres. Et je rajoute, avant de laisser la parole à Maître Cugnache, sur, d'ailleurs, quand on a passé l'extrait sonore tout à l'heure de Sonia Bakas, elle dit, si un de vos proches ou de vos collègues de bureau est touché, mais touché par quoi ? Par une maladie ? En fait, elle utilise à plusieurs reprises, effectivement, le mot toucher. Donc, on a vraiment l'impression que c'est une véritable pathologie. On peut peut-être le réécouter parce que Greg Tabibian n'était pas là. Sonia Bakas. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? D'abord, des assises des dérives sectaires et du complotisme. Et je vais revenir, si vous me le permettez, sur le complotisme. C'est pas des assises pour faire un groupe de travail, etc. L'idée, c'est de mettre en place un plan d'action concret. Parce qu'en fait, on a des difficultés sur, d'abord, le signalement. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit son collègue de travail, son voisin, touché par ça ? À qui on le signale ? Comment on agit ? Directement vis-à-vis de lui, vis-à-vis de l'État. Comment on fait sur le terrain ? Parce que la Miviludes, comme vous le savez, est à Paris. Elle fait un énorme travail de suivi des personnes qui sont touchées. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il faut faire un numéro vert ? Est-ce qu'il faut faire évoluer la loi ? Peut-être. Et donc l'idée, c'est d'avoir un plan d'action concret pour vraiment prendre à bras-le-corps le sujet. J'adore le vocabulaire de la maladie aussi. Les personnes touchées. Ça m'a frappé, moi. Alors, Maître Cugnache, vous souhaitiez réagir ? Oui, ça fait quand même bizarrement penser à la police de la pensée. Je voudrais réagir à ce que disait Greg Tabibian, je vais y arriver tout à l'heure. Clémence, vous évoquiez tout à l'heure ces parlementaires, ces professionnels qui ont été exclus de leur profession. N'oubliez jamais que les premiers symptômes avant les camps, c'est d'interdire aux gens d'exercer leur métier. C'est de les empêcher d'avoir une vie sociale, c'est de les empêcher de parler, de gagner leur vie et d'exercer encore une fois leur métier. Ça commence comme ça. Alors je veux pas me faire prophète de malheur, mais quand même. Non, mais à un moment, l'histoire se répète, elle est sous nos yeux, quoi. Donc à un moment, ouvrons les yeux, ayons des yeux pour voir. Non, mais c'est fondamental, c'est vrai. Vous avez raison de le rappeler. Greg Tabibian. Non, c'est vrai. Alors, parlez bien dans le micro. C'est très juste, ce que dit cette dame. Voilà. Après, c'est toujours le problème. Ce que je vous ai dit la dernière fois, est-ce qu'il faut paniquer ou pas ? Parce que oui, c'est des délits, c'est des malades, mais c'est aussi le gouvernement des numéros verts. Donc, si c'est pour se retrouver avec un numéro vert à appeler parce que notre collègue est complotiste, moi, je pense que je vais faire 2-3 très belles vidéos de canulars téléphoniques. Ça va être assez drôle à faire, d'appeler ce numéro vert. Ça va être génial. Mais bon, et qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement ? Alors là, il faudrait demander à l'avocat. Mais qu'est-ce qu'il faudrait modifier dans notre droit ? Est-ce que notre droit, il permet d'arriver, de dire, d'aller voir la police et de demander qu'on aille chercher quelqu'un chez lui parce qu'il est complotiste, de la même manière qu'on peut le faire pour une personne qui souffre de vraies pathologies mentales, cliniques, dures ça, je sais pas si le droit actuel le permet. Mais est-ce que Macron irait jusqu'à faire une énorme réforme de tout ça pour permettre qu'on aille chercher des complotistes chez eux ? Oui, pardon, Greg, mais n'ayons pas la mémoire courte. Rappelons-nous de ce qui s'est passé pour les personnes non vaccinées. On a eu le droit de les exclure de toute vie sociale. Oui. Donc là, vous dites, est-ce que ça va aller jusque-là ? Les exclure d'un emploi salarié. Oui. Et certains médias, rappelez-vous, certains éditorialistes. De piscine, de sport, d'aller à l'hôpital, des urgences.
Oui, bien sûr. Ça s'appelle... De soigner un cancer. C'est ce qu'on appelle des sous-citoyens. Des personnes non vaccinées qui n'étaient peut-être pas malades. Bien sûr, mais Clémence, rappelez-vous, on parle des médias, parce que c'est l'objet de table ronde. Il y a certains éditorialistes connus qui ont demandé à un moment donné d'aller chercher les gens chez eux parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. On l'a pas inventé. Emmanuel Le Chypre. Voilà, on l'a pas inventé. Il y a des gens qui ont demandé que la police intervienne. Ils espéraient que la police intervienne pour récupérer. Donc on est quand même sur des symptômes qui me sont des signes annonçateurs qui sont quand même pas super folichons, quoi. Il y a toujours des cons qui font du zèle aussi. Oui, toujours, certes. Parce que moi, je veux bien qu'ils montent les 7 escaliers, les 7 étages pour aller chez moi, Emmanuel Le Chypre, pour aller me chercher. Bon, écoute, non, mais c'est pas lui qui viendra vous chercher. Non, mais bien sûr, je me doute. Ah, il a dit, c'est moi qui vais venir. Hein. Il a dit, mais bon, bref. Il y a toujours des gens qui font du zèle. Presque à des décisions qui sont prises, faut voir quelles sont les décisions qui vont découler de ces assises. Oui, en fait, vous vous dites, ils sont tellement mauvais que même là, ils sont mauvais finalement, dans la mise en place de ce contrôle. Ils sont mauvais, sont bons, hein. Ils sont mauvais, et puis est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire quelque chose? Parce que si c'est pour nous faire comme les violences faites aux femmes et rien faire, si c'est comme pour nous faire contre X luttes, contre X discrimination, on a eu un numéro vert. Les violences contre les femmes ne les embêtent pas dans la mise en place de leur politique. Alors que ce que vous dites, ce que dit Alexandre Cugnach ou ce que dit Nicolas Verriel peut déranger, c'est bien là le problème. C'est vrai. Mais ils ont quand même 50% de la population qui est derrière eux, quoi, au bout d'un moment. Donc, qui y croient à ce narratif. Je dis pas que c'est des gens qui veulent y croire. Il y a vraiment des gens qui pensent que là, on va avoir des coupures d'électricité cet hiver parce que Vladimir Poutine. Enfin, moi, j'en connais des milliers, des gens comme ça. C'est effrayant. Maître Cugnach. Oui, parce qu'on a parlé d'état de droit à un moment. L'état de droit, c'est quoi? C'est la stabilité du droit et son application, tout simplement. Le problème avec ces mesures qu'ils prennent ou qu'ils veulent prendre, c'est qu'ils se donnent la possibilité d'appliquer le droit de manière aléatoire. C'est-à-dire, tiens, ça va tomber sur vous aujourd'hui. On peut ne pas l'appliquer, d'ailleurs, ils ne se l'appliquent pas à eux-mêmes, ils sont tous manifestement corrompus, et je le répète à votre antenne, j'en prends l'entière responsabilité, ils sont corrompus, au sens pénal du terme. Alors qui viendra défendre Maître Cugnach à la barre? Non, voilà. C'est dit, c'est redit, je l'ai dit plusieurs fois publiquement, je n'ai eu pour l'instant aucun procès. Mais j'attends. En tout cas, c'est de votre responsabilité. C'est ma pleine et entière responsabilité. Mais voilà, ils appliquent le droit de manière aléatoire. Donc un jour, ça va tomber sur un tel. Et il va se prendre sur, là, tiens, boum, 10 ans de prison. Alors que d'habitude, les peines ne sont jamais appliquées. Jamais. Et là, pour vous, ça va être appliqué. Et oui, on va faire un exemple. Et après, tout le monde va se taire. C'est ça le problème. C'est qu'ils se donnent la possibilité d'agir quand ils le souhaitent, pour qu'ils le souhaitent. C'est le 2 poids 2 mesures en permanence. Donc c'est évidemment la fin de l'état de droit. Oui. Mais sous prétexte que le texte a été passé selon une procédure donnée, eh bien on se paye de mots, quoi, comme d'habitude. Heureusement que nous avons des contre-pouvoirs comme le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Mais vous parliez d'état d'urgence tout à l'heure. Oui. Le changement radical, c'est une décision du Conseil d'État sur l'affaire Dieudonné, la première, que j'avais commentée à l'époque. J'étais chargé de cours à l'université, et on avait commenté ça avec mes étudiants, disant mais ça c'est le début de la dictature. Quand on fait du préventif sur la liberté d'expression. Pour le spectacle. Alors racontez un petit peu le contexte. On pense qu'on veut de Dieudonné. Annulation préventive. Oui. Une annulation préventive d'un spectacle, c'était du jamais vu, c'était impensable. Et ça a été validé par le Conseil d'État. On revient à l'idée d'inquisition. Exactement, c'est-à-dire qu'on va présupposer ce que vous allez dire, penser, etc. C'est Minority Report. C'est Minority Report. C'est du délire. Et ça, c'est le Conseil d'État qui avait été une institution libérale dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui protégeait la liberté d'expression notamment, qui a validé ça d'un coup de tampon. Mais c'était le début de la dictature. Et encore, dictature est un mot faible. C'est le moment où on ne condamne plus les propos, on condamne l'individu dans son entier. Moi, je le vois sur YouTube, c'était très, très, très rare à cette époque, par exemple, une fermeture de chaîne. On interdisait une vidéo. On se faisait supprimer 1, 2, 3 vidéos. On se prenait des atteintes pour un contenu précis. Aujourd'hui, vous avez énormément de gens, ça n'arrivait pas. Les gens qui, il y a 10 ans, disaient « Je viens de me faire fermer ma chaîne, je ne sais pas pourquoi. » Alexis Poulain, là, il vient de se faire fermer sa chaîne Twitch. On lui a pas dit pour tel propos dans tel truc. Non, on vous ferme pour l'ensemble de votre œuvre, sans citer d'exemple, et avec bien sûr cette volonté préventive derrière. À la limite qu'on censure des propos et des actes, eh ben si le mec, parce que oui, alors s'il les tient à chaque spectacle, on fait quoi? Eh ben tu le condamnes à chaque spectacle. C'est tout.
Et puis s'il y a récidive ou répétition, évidemment la peine s'aggrave. Normalement, enfin ça c'est pareil, ça c'est les plus appliqués aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut avoir un peu d'espoir. Je vais essayer d'avoir une note positive par rapport à ça, puisque déjà nous pouvons nous exprimer ici aujourd'hui. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que c'est notre boulot, nous, de médias indépendants, sur la liberté d'expression, de la faire vivre au maximum, en essayant de passer les obstacles des censures. On a tous des censures ici, bien entendu, mais il faut quand même se réjouir également, chers amis, que ça soit sur Ligne Droite, chez Greg, sur sa chaîne YouTube, sur ses différentes interventions, ou sur Putsch, qu'on a quand même beaucoup d'audience, chacun à notre tour, chacun dans nos couloirs de nage. De plus en plus. Et de plus en plus, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent à se réinformer. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que là-dessus... C'est quand même une démarche dans ce sens-là. Bien sûr. Parce qu'allumer la télé, il y a un côté passif. Bien sûr. Et depuis les Gilets jaunes, c'est une analyse que j'ai, finalement, crise sanitaire et autres, il y a des gens qui ont basculé. Basculé dans quoi? Ils ont basculé dans la réinformation. On va se réinformer, on va aller essayer d'identifier sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Internet, des choses qui nous pensent intéressantes, où on entend des choses qu'on n'entend pas ailleurs. C'est pas la peine d'aller plus loin. On entend des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Avec Nicolas Vidal. Mais c'est toute la question. Parce que je vous rappelle qu'on a tous été victimes de censure ici. On parle très bien, et on a tous été victimes de censure, et encore moins encore hier. Ça peut venir aussi au niveau des ondes avec l'Arcom. Donc franchement... Bien sûr, on en est là. Mais ça, une nouvelle fois, nous n'avons pas la réponse. Nous ne sommes que les diffuseurs. Nous sommes à notre niveau les petites flammes aujourd'hui dans cette espèce d'opacité et de brume. On va se retrouver dans une petite lumière, Nicolas Vidal. Je sais, une petite flamme comme ça, toute fragile, parce que j'attends ma petite coupure de gaz et mon petit pot de cassoulet garbite qui ne sera plus disponible dans quelques semaines, chers amis. Mais pour être plus sérieux, concrètement, oui, notre boulot, c'est ça. Et après, effectivement, la responsabilité en incombe à une partie de la population française de se faire entendre pacifiquement, bien entendu. Il n'est pas question ici de faire quoi que ce soit, mais je veux dire, il est question que les gens se fassent entendre et reprennent leur souveraineté. Il n'y a rien de transgressif dans ce que je dis ici. Voilà. Leur souveraineté et déjà leur vraie pensée, leur pensée libre. Et en plus, plus longuement leur avenir. Voilà. Maître Cugnache. Oui, ce que dit Nicolas Vidal me fait penser, il a dit tout à l'heure que c'était la population qui était l'objet de la guerre médiatique. Ça me rappelle David Galoula, qui a écrit un excellent livre qui s'appelle Contre-insurrection, et il explique très bien ça en termes militaires. C'est-à-dire que la nouvelle guerre, le nouvel enjeu de la guerre, c'est la pensée de la population, c'est faire adhérer la population à son propre projet. Eh bien, c'est leur projet, comme il l'a si bien dit en son temps, c'est de faire adhérer par tout moyen, donc évidemment par la grosse propagande, etc., mais aussi par la contrainte, par la peur. C'est la peur permanente, le virus, le machin, le gaz, le froid. Oui, on va tous mourir. Mais ça fait 3 ans quand même qu'on est en permanence. On nous dit il y a une guerre ou une pénurie, une guerre contre nous-mêmes, une guerre contre les microbes. Désolé, on revient à Orwell. Il faut systématiquement avoir un ennemi extérieur et un ennemi intérieur. Donc l'ennemi extérieur, c'est Poutine, c'est le virus, etc. Et l'ennemi intérieur, c'est le complotiste. Ou le virus, le microbe. D'ailleurs, on est un peu passé. L'ennemi intérieur, c'est toujours un groupe. C'est toujours une frange de la population qui doit être condamnée et rééduquée. Parce qu'à la fin, il doit... rééduquée en plus. J'ai eu tort. Alors, Orwell finit mal, quand même, 1984. C'est vrai. Greg, t'as mis bien. C'est juste. C'est juste. Et je suis étonné de voir que... l'adhésion à ce narratif de la traque aux complotistes est partagée dans des pans entiers du spectre politique et même dans des courants qui devraient pourtant s'éloigner de ce centrisme par radicalité. Je vois beaucoup de gens de la NUPES applaudir dès que tel complotiste est épinglé par le gouvernement. Je vois beaucoup d'identitaires à droite aussi. Ils sont très heureux quand un rappeur se fait interdire, se fait un machin. Ils n'arrivent pas à comprendre que ce seront eux le lendemain. Reprenons l'exemple du jeu de société Antifa. Le jeu de société Antifa. On a vu beaucoup de gens de la droite qui parfois nous écoutent, ils sont d'accord avec ce qu'on dit ici, dire « Ah, c'est très bien qu'il était interdit à la FNAC ». Bah oui, c'est débile. C'est débile. C'est débile parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un truc qui s'appelle la jurisprudence et que ça leur tombera à la gueule. Ça leur tombera à la gueule. Quand ils vont se féliciter que tel rappeur soit condamné, etc., je veux bien, mais ça vous arrivera demain. Ouais. Greg, t'as mis bien, vous êtes souvent censuré ou pas? Ou pas tellement, finalement? Ça dépend ce qu'on entend par censure. Sur YouTube, vous avez des avertissements ou des suspensions de chaîne? J'en ai pris un par courrier d'avocat d'Ariel Dombal il y a un mois. Non, mais c'est dingue. J'ai tenu des propos même au-delà du cadre légal pendant 8 ans. Et le seul truc légal que je me prends, c'est Ariel Dombal parce que j'ai dit qu'elle chantait mal.
Non. Si, non, véridique. Vous n'avez pas parlé de ses autres performances ? Bah non, même pas. J'ai eu une petite... Non, après pour lui répondre. Mais c'est pas grave. Bon, on n'a pas le droit de dire qu'elle chante mal. Bah visiblement, en tout cas, ça oui, sa société de production a trouvé que j'avais des propos diffamants à son endroit. Puis je dis qu'elle chantait comme une casserole. Et donc du coup... Déjà, on l'entend pas trop quand elle chante. On l'entend pas trop. Et voilà. Et donc oui, la censure... Alors, il y a plusieurs niveaux de censure, parce qu'il y a toujours la liberté de parler contre un mur. Donc déjà, vous avez une censure économique qui empêche votre développement. Eh oui. Alors cette censure économique, vous avez toujours un petit con pour vous dire oui, mais c'est pas de la censure parce que tu as quand même le droit de parler. Oui, et puis bien sûr. Alors j'ai plus le droit de parler à la radio, j'ai plus le droit de parler à la télé, j'ai plus le droit de parler en étant gagnant de l'argent, j'ai plus le droit de ceci. Donc effectivement, j'ai le droit de parler dans mes chiottes tout seul, je suis au courant de ça. C'est pas ça la liberté d'expression, c'est absurde. Vous avez la censure économique et puis vous avez aussi une autre forme de censure qui est encore plus vicieuse, c'est l'interdiction du débat. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens, et c'est dingue parce que beaucoup de gens vont encore me reprocher d'être là ce matin, ils vont me reprocher d'être dans d'autres médias de droite. Mais ce sont les mêmes personnes qui, quand je suis invité par des médias de gauche, bombardent le Standard en disant lui, si vous l'invitez, on fait une manif, ou lui, si vous l'invitez, on vous pourrit sur Twitter. Donc en fait, les mecs font tout pour t'exclure d'un groupe, t'empêcher de te nuire à des contrats commerciaux, des choses comme ça, des choses qui me sont arrivées très récemment. Et puis après, ils vont dire, ah mais regardez, il va là. Bah oui, mais c'est le seul endroit où les gens invitent, donc forcément tu y vas. Donc, vous voulez dire que vous venez par dépit chez nous ? Non, je ne vais pas par dépit. Je dis que là, j'aurais pu enchaîner avec Jean-Jacques Bourdin, c'est tout. Oui, d'ailleurs, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais une fois qu'il était à Sud Radio. Donc, bah ouais. Donc, c'est très vicelard comme attitude, en fait. Il y a à la fois... Ces gens, en fait, vont faire une pression sociale à la limite de la légalité pour vous exclure, vous mettre dans une case précise et ensuite vous reprocher d'y être. C'est très vicieux. On revient exactement, mais vous n'étiez peut-être pas là d'ailleurs, Greg. Je dis ça pour souligner le fait que vous êtes arrivé en retard. Oui. non, mais en effet, tout à l'heure, je posais ce problème de, finalement, on a la liberté d'expression. On a commencé, c'est le sujet de point de départ, Elon Musk, les plateformes, les grandes plateformes, les GAFAM et les médias. Mais finalement, c'est de partout aujourd'hui que cette forme de censure se diffuse. Et notamment, oui, parce qu'il y a les sources qui sont elles-mêmes interdites. On a parlé des médecins ou des personnes qui sont des vrais professionnels qui connaissent leur sujet et qui n'ont plus le droit de parole. Et puis, donc on ne peut pas vérifier nos informations. En tout cas, on n'a pas le droit de les vérifier en disant un tel a expliqué ça dans son étude. Et on a, pareil, oui, donc les petits médias alternatifs qui eux-mêmes ne peuvent plus vivre aujourd'hui. Parce que s'ils ne sont pas diffusés, s'ils ne sont pas connus, comment peuvent-ils gagner leur vie, leur argent ? On en revient à cette espèce de système globalisé de l'interdiction d'une pensée différente. Il n'y a qu'une seule solution, je crois que c'est les États-Unis qui, pour une fois, nous montrent l'exemple, quoi. Le seul moyen de se protéger en tant que média, c'est too big to fail, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi je sais très bien que les faux YouTube m'a donné raison et a démonétisé, enfin remonétisé une vidéo, parce que je leur faisais gagner du fric. C'est la seule et unique raison. Le capitalisme. Il y a un espoir que j'ai quand même, c'est que je crois sincèrement que toutes ces grandes marques, c'est un peu ce que, pardon, je vous coupe, c'est un peu ce que fait Elon Musk d'une certaine façon. Il dit, franchement, vous pouvez dire ce que vous voulez, je m'en tape royalement, parce que je suis ce que je suis et ce que je vaux. Ouais. Je crois que il y a une lueur d'espoir, c'est que je ne crois pas une seule seconde que ces grandes enseignes qui ont plié aux injonctions du politiquement correct depuis des années l'aient fait à quelque niveau que ce soit parce qu'ils adhéraient idéologiquement à la ligne à laquelle ils se soumettaient. Je ne crois pas que quand Decathlon retire ses sacs roses, c'est parce qu'en fait ils se disent ah ouais on a fait une grosse connerie. Non, c'est parce qu'il y a des communicants, des gens qui calculent combien ça rapporte, combien ça fait perdre, combien ça coûte l'image, et que à la seconde où ces censeurs deviendront has-been ou minoritaires, ils n'en auront rien à foutre. Et c'est ce qu'on disait déjà la dernière fois. La solution est dans une forme de compréhension du capitalisme. Enfin, en tout cas, la survie à court terme, elle est au fait qu'il ne faut pas que ces gens pensent qu'ils ont réussi à quelque moment que ce soit à gagner une bataille idéologique ou culturelle avec ces gens-là. Mais non, vous n'avez jamais persuadé aucun patron du CAC 40 que vous aviez raison. C'est juste qu'il plie parce qu'en fait, il pourrait perdre du pognon. Et haute lueur d'espoir, sans répéter ce qu'on avait dit l'autre fois, mais par rapport à l'époque Dieudonné, il y a encore une fois cette différence. C'est qu'à l'époque Dieudonné, quand un ministre disait on ne le reçoit plus, il n'est plus reçu nulle part. Aujourd'hui, quand on dit vous ne recevez pas Thaïs Descuffon, par exemple, Cyril Hanouna l'invite tous les soirs. Parce qu'en fait, il y a des gens
qui n'en ont plus rien à foutre. Mais il y a Vu que quand ces même des limites. politiciens Il sont n'a pas faibles. encore... Oui, mais Cyril Hanouna n'a pas encore invité Dieudonné. Et puis parce que ça fait de l'audience, Greg, aussi. Parce qu'il y a que cette- Dieudonné, il y a c'est un cette- peu l'exception aussi. Ouais. Il y a Enfin, cette idée, il y a à une un moment marge. donné, il y a des gens qui sont tellement étouffés pour leur présence médiatique que quand ils passent, notamment chez Hanouna ou chez d'autres, ils font beaucoup d'audience. Parce que comme on les voit plus jamais, à un moment donné, il y a On revient à une l'histoire du poussée chiffre. qui vient Oui. et on fait beaucoup d'audience. Et c'est d'ailleurs sur ça que capitalise Hanouna, concrètement, Oui, bien entre sûr. ça et autres. Mais la réalité, c'est ça. Si vous Voilà. avez des députés sans pouvoir, ils ne peuvent Ouais. pas avoir de pouvoir sur Hanouna, qui, encore une fois, est Ouais. plus puissant que 80% des députés, et plus influent que 80% des députés de l'Assemblée nationale. Voire 99%. Allez, un petit mot pour conclure cette table ronde à chacun. Maître Cugnache. Témoignons de la vérité. Et l'argent nous sauvera. Le côté capitaliste. J'aimerais bien vous croire là-dessus. Moi, j'ai peur qu'il y a un système tellement massif de corruption, et notamment que ce système produit son propre argent. Et donc qu'il arrose in fine qui il veut. C'est-à-dire qu'il faut déjà être dans le petit clan pour arriver aux sources de l'argent. C'est en ça, pour moi, qu'il y a d'ailleurs une corruption généralisée. C'est-à-dire qu'ils se créent eux-mêmes les sources de leurs revenus qui sont imaginaires, en quelque sorte. Et j'ai peur que, comme leur monde est totalement décorrélé de la richesse réelle, tant qu'on ne sera pas arrivé au bout du système et il va finir par s'effondrer, ça c'est une certitude. Hein. Le problème, c'est quand. Et que pendant tout ce temps-là, on risque de souffrir. Quoi. C'est toujours comme ça avec Maître Cugnache. Oui, non, moi- Alors, allez, Greg Tabibian. après, Greg, avant. C'est Nicolas quand Vidal. et comment et par qui? Parce que le système qui s'écroule par Ursula von der Leyen, c'est pas le système qui s'écroule par les Gilets jaunes. C'est pas la même chose non plus. Je crois qu'on vit un moment historique. C'est pas pour. C'est horrible de dire ça. C'est un bourgeois, donc il va s'encanailler de la misère des gens, etc. Non, c'est ok. C'est horrible. Je l'ai vécu. J'ai été au bas de l'échelle aussi. On vit un moment historique. Donc nous ne sommes pas sortis de l'histoire. Et c'est peut-être notre moment révolutionnaire à nous, de notre génération. C'est à nous de voir ce qu'on va en faire, mais la France, elle vit, elle bouge là. Elle vit, elle existe. Elle est en ébullition. Hein. Et- Est-ce qu'elle bouge vraiment? Est-ce qu'elle Il y n'est a pas un un petit peu trop derrière son écran aussi à regarder Nicolas Vidal et Greg Tabibian? Moi je pense que j'ai par rapport à ça cette question, je pense oui forcément qu'il y a une minorité, mais on voit toujours la majorité. Bien entendu, il faut bien savoir dans l'histoire que les révolutions ont toujours été faites par des minorités. Ça c'est extrêmement important. Donc ce qu'on peut faire nous, si je dois donner un mot aux auditrices, aux auditeurs, c'est concrètement continuer à aider-nous. Concrètement, aider les médias indépendants, Oui, ça, c'est aider bien Radio de le rappeler, Courtoisie, tiens. aider Radio Courtoisie, aider Putsch aussi, aller sur la chaîne de Greg Tabibian, bien entendu, continuer à nous aider, de manière à ce qu'on puisse continuer à exister, être les vecteurs d'une information bien dissidente, bien différente, voire même pluraliste, hein, c'est le cas de chez nous, et c'est grâce à Plus on vos aura de dons, moyens, plus voilà. on pourra faire des enquêtes, Et plus on voilà. pourra allumer les autres. Exactement. Et on pourra continuer à tenir parce que la censure est féroce en ce moment. Ouais, Les amis, ouais. je vous le dis, la censure est féroce. Nous, on a des avertissements, ça tombe Ouais, pas c'est tous très les dur. jours, Ouais. mais on est de plus en plus, on est shadowbanné sur Facebook, on est shadowbanné sur YouTube, sur Twitter, c'est 5 comptes qui ont sauté. Enfin, moi, Alexis, Greg et d'ailleurs ligne droite, il y a encore 2 jours. Donc, aidez-nous à vos moyens et de manière à nous renforcer et qu'on continue à vous accompagner dans une information pluraliste, libre, indépendante. Après, avec des coups de gueule, des prises de position, parce que c'est aussi ça la presse, des prises de position. Donc voilà, aidez-nous plutôt que d'écouter France Inter. Voilà. Et juste une chose que je me permettrai de rajouter, que je voudrais que tous les gens qui nous écoutent sachent que ce sont des journalistes. Ils sont aussi des journalistes. J'en peux plus de voir ces gens qui... Aujourd'hui, on associe énormément la légitimité du statut de journaliste à la carte de presse, ou on parle de pseudo-journaliste. L'esprit de la Révolution française, qui n'a pas produit que des mauvaises choses, c'est aussi de dire, et c'est la conception du journaliste telle qu'elle émerge à ce moment-là, c'est-à-dire chaque citoyen est une vigie de la République. C'est le principe de l'information dans nos sociétés libérales, c'est que chacun peut et a une légitimité pour la faire. Après, ce sera une question de qualité et de professionnalisme. Mais vous êtes tous un journaliste en puissance. Vous prenez votre téléphone portable, vous allez filmer votre petit maire qui fout de la merde et qui détourne du pognon, etc. dans une ville de 300 habitants. Vous êtes journaliste. Vous allez Votre montrer boulanger qui est en train de crever. vous êtes journaliste. Vous donnez la parole à quelqu'un qui, n'importe quel soignant qui s'est fait virer de l'hôpital. Vous êtes journaliste. Vous êtes tous des journalistes si vous le désirez. Le En journalisme puissance. devrait être et est normalement
le métier le plus ouvert et le plus accessible qui soit. Vous pouvez tous faire ce travail-là. Ouais. Bon, ça demande aussi une grande discussion sur ce qu'est le journalisme, mais on le fera la prochaine fois, Greg Tabibian. Ouais. Allez, merci à vous trois, en tout cas, pour cette passionnante table ronde. Je rappelle Greg Tabibian et sa chaîne YouTube. Je suis pas content TV. Vous avez combien d'abonnés aujourd'hui ? On arrive aux 347 000. 347 000. Maître Cugnache, avocat au barreau de Paris et notamment au procès contre Facebook. Et Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Média. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.